Euh, Écoutez, bonjour, bonjour à tous ceux qui sont avec nous. Je vois huit personnes de connectées. Il y a quelques questions un peu de fond sur lesquelles je vais faire un court développement, mais y a-t-il parmi vous des collègues qui souhaitent poser des questions? Moi, je voulais reprendre les Oui, questions qui avaient été posées sur le forum Fun oui, quant à la possibilité de réutiliser les PowerPoint que vous mettez à disposition pour faire de la prévention auprès des collègues. oui. Donc voilà, est-ce qu'il est possible de réutiliser vos PowerPoint puisque je ne sais pas sous quelle licence exactement ils sont publiés? Je pense que c'est une licence Creative Commons, D'accord. donc ils vont être d'utilisation libre, avec mention de la source. Alors le matériel va rester accessible quelque temps, je ne sais pas combien de temps, sur la plateforme France Université Numérique, mais ce que nous ferons de toute façon, c'est que nous rapatrierons ce matériel sur la plateforme du réseau francophone de formation en santé au travail, Y compris les vidéos? y compris les vidéos. D'accord. Et donc là, vous serez assuré de pouvoir le télécharger en tout temps, même quand sur Fun, d'autres MOOC prendront vraisemblablement la place de ceux qui existent aujourd'hui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres points? De mon côté, non. Non? Bon. Merci de votre fidélité en tout cas. Merci. Alors moi j'ai noté quelques questions sur lesquelles je voulais essayer de clarifier les choses. On a un collègue qui signe FAN 45 et qui évoque la distinction entre préventeur et hygiéniste. Euh, et il dit pour préventeur, vous entendez peut-être expert en sécurité ou en environnement et hygiéniste comme l'expert hygiène en entreprise. Alors moi, je voudrais tout simplement vous dire que le vocabulaire des professionnels de la prévention et leur désignation n'est pas quelque chose de stabilisé. On peut parler de préventeur, on peut parler d'hygiéniste, on peut parler d'intervenant. Euh, je pense qu'il ne faut pas essayer d'enfermer ces catégories dans des acceptions trop étroites. L'historique de ces intitulés dépend beaucoup de la culture des entreprises et de l'histoire des, qu'elles ont connu dans ce domaine-là. Et effectivement, on ne vous propose pas de définition standardisée, d'abord parce qu'il n'en existe pas, et puis parce que c'est pas la pratique de terrain. Vous auriez pu ajouter, voilà, qu'il y a des préventeurs, il y a des hygiénistes, mais il y a aussi des ingénieurs. Par exemple, au CNAM, nous formons au niveau Bac+3 des intervenants en prévention des risques professionnels, en Bac+4 des chargés de projet en santé sécurité au travail, et au Bac+5, nous avons deux diplômes, l'un qui s'appelle hygiéniste du travail et de l'environnement, et l'autre qui s'appelle ingénieur en sécurité sanitaire. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que un hygiéniste ou un préventeur, ce que je peux vous dire, c'est comment nous les formons, dans quel état d'esprit nous les formons. Nous, un hygiéniste ou un préventeur, nous allons le former comme un grand généraliste des questions de prévention dans l'entreprise. C'est-à-dire quelqu'un qui est assez solide au plan réglementaire, au plan technique, qui est capable d'élaborer, de mettre en œuvre et d'évaluer des actions sur le terrain. L'ingénieur,
tel que dans notre référentiel de compétences, lui va être doté d'une compétence qu'on peut peut-être qualifier effectivement d'experte, au sens où le niveau mathématique et statistique que nous donnons à nos ingénieurs est nettement plus fort que celui que nous donnons aux hygiénistes. Donc les ingénieurs vont avoir plus d'autonomie de ce point de vue. Mais encore une fois, tout ça est une vision un peu théorique. Je pense que dans la réalité, il y a des ingénieurs qui font un travail d'hygiéniste et des hygiénistes qui font un travail d'ingénieur, et qu'il ne faut pas essayer, parce que c'est pas clarifié actuellement, de donner des définitions trop précises et trop enfermantes de ce point de vue-là. Toujours des questions de vocabulaire. Nous avons un collègue DocFM qui dit « Il serait peut-être temps de changer de vocabulaire pour donner ses lettres de noblesse à la santé au travail. » Alors jusque-là, je suis tout à fait d'accord. Fini l'hygiène et les conditions de travail. Ici, je suis un petit peu moins d'accord quand même, pas tellement pour l'hygiène, mais surtout parce que la notion de conditions de travail, elle a quand même une réalité. Et il nous dit « Bienvenue à l'ergonomie, à la psychologie, à la toxicologie, qui font la richesse du sujet. » Alors oui, certes, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas confondre ce que sont des disciplines scientifiques et ce qu'est une pratique professionnelle. Une discipline scientifique, c'est un ensemble d'outils qui permettent de recueillir de l'information, de l'interpréter et de passer de l'information à la connaissance, parce que ces disciplines s'appuient sur des corpus théoriques. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle classiquement une discipline scientifique. L'ergonomie en est une, évidemment, la psychologie sans aucun doute, de même que la toxicologie, et j'ajouterai par faiblesse l'épidémiologie, puisque c'est ma discipline de référence. Mais ceci ne peut pas se substituer ni à la santé au travail, ni à l'hygiène. Il ne faut pas confondre le monde des disciplines qui fabriquent des connaissances et le monde des professionnels qui agissent sur le terrain et qui vont agir à partir, évidemment, en tenant compte de ces connaissances. Pour vous faire comprendre mon point de vue, je prendrai une analogie médicale. Le médecin n'est pas un scientifique, c'est un praticien. Mais il peut utiliser des outils scientifiques, évidemment, que sont la biologie, l'histologie, l'immunologie, la bactériologie, la psychologie, la génétique. Voilà. Mais ça ne fait pas du médecin un scientifique, ça fait du médecin un praticien dont les analyses et les recommandations sont fondées sur des connaissances scientifiques. Pour les préventeurs et pour les hygiénistes ou pour les ingénieurs, c'est exactement pareil. Donc je pense que pour en particulier les managers qui nous écoutent, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a parfois des disciplines comme les ergonomes qui correspondent à la fois à un métier et à une discipline. C'est comme l'informatique, si vous voulez. C'est à la fois une discipline et une profession. Bon. Mais je ne pense pas qu'il faille renoncer à l'intitulé hygiène, conditions de travail. Je ne pense pas, surtout pas, qu'il faille substituer ces intitulés par des intitulés monodisciplinaires, puisque vous avez vu qu'à plusieurs reprises, nous insistons sur l'importance de la pluridisciplinarité pour avoir des actions complètes sur le terrain. Donc, c'est surtout pas le moment de renoncer et d'utiliser que des intitulés monodisciplinaires. Le même collègue DocFM nous suggère de mieux développer les systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail. Alors ça, c'est un point qui est tout à fait juste. Je pense que Dominique Vacher l'aborde à plusieurs reprises.
Évidemment, juste sur ce sujet-là, au CNAM, nous avons 60 heures de cours, c'est-à-dire un cours complet d'un semestre. Alors, après, quand on est dans le cadre d'un MOOC de quelques heures, c'est évidemment très difficile de compacter cela. Vous nous dites, je pense que le sujet mérite en 2014 de réfléchir à l'élaboration d'un référentiel spécifique pour la santé au travail, un peu sur le modèle québécois. Bon, moi, le modèle québécois ne me paraît pas relever, que je connais un peu, ne me paraît pas relever d'une véritable démarche de certification, hein. C'est plus un label qu'on donne à des entreprises qui sont de bonne volonté. Voilà, je crois qu'on ne peut pas lui donner beaucoup plus de mérite que ça, mais c'est déjà pas mal. En revanche, ce que nous avons appris récemment, c'est que l'ISO allait produire, bon, avec les délais qui sont ceux de l'ISO, mais la décision a été prise que l'ISO fabrique une norme de management de la santé et de la sécurité au travail. Donc voilà, je pense que de ce point de vue-là, surtout au plan international, et alors que la compétition entre les différentes économies des différents pays se fait souvent sur le dos des conditions de travail et de la santé des travailleurs, une certification internationale sera la bienvenue. Enfin, je terminerai là-dessus, un collègue qui signe Pat Joeld a la gentillesse de signaler la mise en ligne d'une conférence que j'ai donnée conjointement avec Yves Clos il y a un peu moins de 2 semaines sur le visible et l'invisible et comment on peut raisonner aujourd'hui le visible et l'invisible s'appliquant à la relation entre l'organisation du travail et la santé. Écoutez, voilà, je pense que les participants au MOOC n'apprendront pas forcément quelque chose de nouveau. Vous retrouverez les grandes lignes de la conférence de Yves Clos qui est déjà en ligne. Malgré tout, je peux vous recommander de revoir cette séquence, mais avec l'angle suivant que je vous recommande. Cette conférence est, à ma connaissance, la première tentative où quelqu'un qui est de culture qualitative comme Yves Clos et quelqu'un qui est de culture quantitative comme moi, nous allons au devant d'un public pour parler du même objet avec nos regards qui sont quand même très différents. Et je pense que si on veut parler de dialogue entre disciplines, vous trouverez là, voilà, un exemple de ce que l'on peut faire. Et quand on accepte de dépasser des conflits d'écoles stériles et qu'on se met à s'écouter et qu'on se met à écouter l'autre dans sa manière de raisonner. Et réécoutez ces 2 fois 30 minutes, suivies d'environ 30 minutes de période de questions, et je pense que ça pourra enrichir et peut-être consolider les différents aspects du MOOC. Je vous recommande en particulier la période de questions. D'ailleurs, si vous n'avez pas beaucoup de temps et si vous voulez uniquement trouver des choses qui ne sont pas dites dans le MOOC, allez sur la période de questions qui au demeurant est la plus intéressante parce que c'est sûrement là que nous sommes le plus spontanés, Yves Clos et moi, et où nous répondons à des questions parfois compliquées avec quelques secondes de réflexion. Donc c'est vraiment, je dirais que ça vient des profondeurs. Donc merci d'avoir signalé ça, et je pense que vous pouvez trouver
vous pouvez trouver là un complément utile. Voilà, écoutez, je ne vois personne d'autre qui souhaite intervenir en direct. Lundi prochain, je me tourne vers Thomas Furtado, ce sera le dernier MOOC. Nous le ferons à 18h, je crois. Je pense, oui, 18h. Au lieu de 17h. Bon, on espère que les problèmes techniques seront une nouvelle fois moins difficiles. Je répondrai évidemment aux questions et j'en profiterai un petit peu pour vous donner un retour sur voilà, les 6000 participants qui forment cette communauté du MOOC Estime, qui vous êtes et d'où vous venez et qu'est-ce qui vous a intéressé le plus. Et c'est quelque chose sur lequel je reviendrai. Écoutez, merci à tous. Bonne dernière semaine du MOOC. Je pense que vous avez été prévenus que le test sera accessible en ligne jusqu'au 16 mars. Je pense que le matériel restera pour ceux qui sont inscrits accessible encore pendant quelques temps, mais que je ne suis pas d'ailleurs en mesure de vous préciser. Et puis, nous pourrons poursuivre sur le site du réseau francophone de formation en santé au travail ces échanges très riches. Alors, merci à tous et à bientôt.